Salut la bande de nazes. Aujourd'hui, j'ai le sourire. J'étais chez ma mère en train de manger et j'ai eu une idée de génie comme d'habitude. J'ai ouvert mon coffre-fort, j'ai pris 40 milliards les amis, et j'ai acheté ARM. On ne produit pas de GPU? Eh bien personne n'en fera, voilà. Boss, il y a un problème. Les Britanniques, les Chinois et les Européens, ils veulent pas nous laisser faire. J'ai dit que je gardais le sourire. Je retourne chez ma mère et je reprends 40 milliards de plus. Bonjour les amis, alors aujourd'hui une vidéo intéressante parce qu'on va parler de Nvidia, de la plus grosse acquisition potentielle en termes de semi-conducteurs, ce que ça pourrait apporter bien entendu à Nvidia et surtout pourquoi ça pourrait desservir tout le secteur des semi-conducteurs en particulier, AMD, Intel, mais surtout tous les autres, l'Europe et la Chine. En fin de vidéo, je reviendrai également sur les questions d'abonnés qui me permettent de rebondir sur différents sujets. Mais revenons tout de suite sur cette information parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que Nvidia a racheté un portefeuille important d'actions à SoftBank, c'est un conglomérat japonais qui possédait ARM. Vous savez, la célèbre société qui fabrique, qui design, c'est important, elle ne fabrique pas, mais elle design des processeurs, des microcontrôleurs. En fait, elle design une architecture, différentes architectures qu'elle propose à toutes les sociétés du monde de façon équitable. Et c'est bien important le mot équitable, c'est-à-dire que les plus puissants, comme les moins puissants, les architectures les plus puissantes qu'elle design, comme les architectures les moins puissantes, sont à disposition de tous, bien entendu, contre paiement de licence. Mais tout le monde peut prendre la même architecture, voire même adapter ce design qu'elle va acheter, donc la licence qu'elle va acheter à ARM, pour finalement l'adapter à son propre besoin, c'est-à-dire à ses propres processeurs, microcontrôleurs ou autres puces diverses et variées. Ainsi, par exemple, Apple avec son M1, ça fait très longtemps qu'il collabore avec ARM, entre guillemets. Les iPhones, par exemple, sont sous ARM, c'est des puces ARM, et donc depuis très longtemps, ils font des puces ARM. Apple, et bien là, ils sont passés, vous savez, pour le MacBook, en l'occurrence, ils sont passés de chez Intel, avec son architecture x86, à l'architecture ARM, avec son processeur M1. On pourrait penser que ARM, c'est une petite société qui est britannique, je vous le rappelle, qui est basée à Cambridge, et qui fait donc du design, qu'elle vend que quelques licences comme ça. Non, pas du tout, elle vend des licences à tout le monde, parce que ces puces sont partout, dans les serveurs, ils sont bien entendu dans les data centers, ils sont également dans tout ce qui est mobilité, ils sont numéro 1 en termes de mobilité dans le monde, c'est-à-dire que vous les avez également dans le GPS, dans les voitures, dans les microcontrôleurs, partout dans les microcontrôleurs, dans la téléphonie, comme je vous l'ai expliqué, partout il y a on va dire des designs ARM, et maintenant bien entendu chez Apple, en plus dans le M1 et partout ailleurs. Il faut savoir qu'on estime qu'ils ont vendu en 2020 plus de 23 milliards, enfin qu'il y a eu 23 milliards de puces dans le monde vendues à base d'architecture ARM, ce qui est juste énorme. Alors à l'époque, ils ont été rachetés par SoftBank parce qu'ils avaient des soucis financiers, parce qu'ils avaient, on va dire, investi dans de mauvaises affaires. Donc SoftBank, c'est japonais, je vous le rappelle. Et voilà que SoftBank a décidé de vendre et que Nvidia, bien entendu, était sur les rangs. Alors pourquoi Apple n'a pas acheté? Parce qu'Apple, c'est un vieux partenaire de ARM. Visiblement, ils ne sont pas intéressés. Voilà, déjà, ça coûte assez cher, vous allez voir. Ils ne sont pas intéressés, alors qu'ils avaient les moyens de le faire, Apple. Et peut-être qu'on soupçonne que finalement, ils n'en ont rien à faire que ce soit Nvidia qui rachète ou quelqu'un d'autre, parce que eux, ils auraient des licences à vie. Carrément une licence à vie pour utiliser l'architecture ARM, ils auraient payé ça à l'époque, et donc s'ils ont ça en contrat, quel que soit leur racheteur, on va dire, aucun risque. Mais c'est pas le cas pour tous les autres, et oui, vous allez comprendre. Donc Nvidia, ils ont décidé de racheter pour 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, c'est juste la plus grosse transaction en termes de semi-conducteurs qui a jamais été faite jusqu'à présent. Pour prendre un exemple, 40 milliards, imaginez Xbox, Microsoft, ils ont racheté ZeniMax pour 7 milliards, vous savez, les 8 studios, donc Bethesda, ID Software, ZeniMax et les autres, pour 7 milliards. S'ils avaient acheté pour 40 milliards, oui, 40 milliards, ça ferait juste 6 fois plus à peu près, donc ça veut dire que ce ne serait pas 8 studios, mais 48 studios qu'ils auraient rachetés. C'est pour vous donner l'ampleur du chiffre, c'est juste énorme.
Oui, mais voilà, il y a des tas de gens qui ne sont pas d'accord avec ce rachat qui peut très bien capoter. Pourquoi déjà Nvidia il fait ça? Nvidia il fait ça parce que ils sont très intéressés par l'architecture ARM qui permet de beaucoup moins consommer. Je vous ai dit, ils sont numéro 1 en termes de portabilité. Pourquoi Apple ils sont passés sur le M1, sur les MacBooks en l'occurrence? Parce que ça consomme beaucoup moins l'architecture ARM. J'ai fait une émission là-dessus, vous pouvez le regarder, l'Apple M1, donc ma vidéo sur l'Apple M1. Ça consomme moins, d'ailleurs dans la portabilité, je vous l'ai dit, ils sont partout, et puis aussi parce que grâce à ça, en termes de IA, intelligence artificielle, on peut discuter du terme, mais voilà, l'intelligence artificielle, qui est d'ailleurs dans le M1, qui est vraiment bien représentée, par 16 processeurs d'intelligence artificielle, eh bien l'architecture ARM permettrait des avancées pour Nvidia, qui je vous rappelle, fait de l'intelligence artificielle aussi, entre guillemets, avec son DLSS 2.0 et les Tensor Core. Mais peut-être que l'idée de Nvidia est d'aller plus loin, et c'est ça le problème, ça commence à être un problème déjà pour beaucoup, c'est-à-dire que grosso modo, Nvidia serait peut-être intéressé, contrairement à ce que faisait ARM jusqu'à présent, de s'approprier les designs les plus avancés de ARM pour les intégrer avec ses propres designs, les designs de Nvidia et de ARM ensemble, et donc ça empêcherait que ces designs soient vendus, les designs de ARM les plus avancés, à tous les autres. Et oui, ce serait une propriété de Nvidia. Donc les autres ne pourraient se fournir qu'avec des designs entre guillemets de second plan. Ça déjà ça plaît pas du tout. Alors il faut savoir que les agences de régulation de tous les pays peuvent s'opposer à cette vente. Et oui, alors après il faut que ça passe, mais ils peuvent s'opposer parce que ça peut toucher, on va dire, aux intérêts économiques et stratégiques surtout des pays en question. Le premier qui va s'opposer, ça c'est sûr, c'est la Chine. Bah oui, parce que la Chine, je vous rappelle, a été un peu malmenée par l'équipe Trump, par le président Trump et ses équipes. Avec Huawei par exemple, qui est interdit quasiment de vendre des téléphones à base de Google, rappelez-vous. Mais il faut savoir également que sous la présidence de Trump, les États-Unis ont interdit aux entreprises du monde entier de fabriquer sous peine de sanctions pour Huawei. C'est-à-dire que les puces, par exemple de chez TSMC, ne pouvaient pas aller chez Huawei, mais également en Europe. Il y a des puces qui étaient fabriquées pour Huawei en Europe. On avait interdiction de fabriquer ces puces à partir du moment où on utilisait des machines américaines de process, où on utilisait une propriété intellectuelle américaine. Or, il faut savoir qu'en process, vous êtes quasiment sûr d'avoir certes des machines taïwanaises, japonaises en particulier, mais aussi des machines américaines. Donc impossible de fournir à Huawei des puces. Et ça s'est pas arrêté là parce qu'il y a eu d'autres entreprises chinoises qui ont été attaquées, on va dire, durant l'époque de Trump. Ce qui fait que les Chinois, ils ont un peu de rancœur là-dessus. Vous comprendrez bien pourquoi. Et surtout, ils disent, attention, attention. Nous avons Intel qui est aux États-Unis, je vous rappelle, qui fait des processeurs. Et les seuls processeurs qui ne sont pas encore aux États-Unis, où il y a des designs qui sont faits dans le monde, c'est ARM en Grande-Bretagne. Si jamais ça passe sous le giron américain, États-Unis, par le fait qu'ils soient rachetés par Nvidia, qui est une entreprise américaine, eh bien le gouvernement américain, le prochain gouvernement américain, Biden par exemple, pourrait tout simplement interdire l'ensemble des processeurs ARM plus Intel fabriqués, enfin les designs utilisés par d'autres dans le monde. Ce qui empêcherait en particulier les Chinois qui utilisent beaucoup ça, de pouvoir fabriquer leurs propres processeurs par exemple. Sinon, à totalement redesigner eux-mêmes tout, ça veut dire à partir de zéro. Donc vous commencez à comprendre les enjeux, d'autant plus que ça ne se limite pas là. La Grande-Bretagne elle-même, elle n'est pas très pour, même si elle a beaucoup d'accords avec les États-Unis, parce que finalement, actuellement, je vous rappelle, ARM, c'est des emplois sur le sol britannique, c'est-à-dire que ARM est basé à Cambridge, mais qui sait demain? C'est-à-dire qu'NVIDIA, est-ce qu'il ne serait pas tenté finalement de rapatrier les bureaux de ARM aux États-Unis? Donc les Britanniques, là-dessus, ils sont quand même pas très, on va dire, friands de cette idée. Et surtout, c'est l'Europe. Et étonnamment, l'Europe, et oui, l'Europe a intervenu pour dire, nous, on n'est pas d'accord non plus, parce qu'évidemment, pour exactement les mêmes raisons que je vous ai citées avec la Chine, ce qui s'est passé durant les 10 dernières années, ça a bien montré quand même la dépendance des entreprises européennes, tout comme de la Chine d'ailleurs, vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire que si les États-Unis décident de dire non, eh bien, on ne peut plus produire sous peine de sanctions. Et donc l'Europe s'en est vite aperçue. Un exemple flagrant, hormis les puces pour Huawei qui ont été interdites, c'est Nord Stream 2, c'est un gazoduc qui devait partir de la Russie en Allemagne, passer par l'Europe bien entendu, eh bien les USA ont mis leur veto dessus, et oui, sous peine de sanctions. Donc on voit que l'interventionnisme des États-Unis est assez puissant dans l'Europe, dans la Chine, dans le monde entier. Une dernière intervention vient de Herman Hauser, qui est d'ailleurs à Graphcore, et qui avant était une entreprise britannique, et qui avant était cofondateur d'ailleurs de ARM, et qui a dit qu'il
levé tous ses doutes là-dessus, c'est-à-dire qu'il a répété ce que j'ai dit, c'est-à-dire que Nvidia pourrait s'approprier les meilleurs designs de ARM et ainsi ne pas les laisser, comme actuellement le fait l'entreprise, libre à tout le monde de façon égalitaire. Donc c'est une affaire intéressante à suivre parce que ça peut quand même changer beaucoup de choses dans l'avenir pour Nvidia, pour AMD qui est un concurrent, pour Intel aussi qui est un concurrent. Il faut savoir que l'Europe aussi n'est pas très intéressée que ARM, qui est un des derniers fleurons, on va dire, intellectuels européens finalement, même si la Grande-Bretagne est sortie de l'Europe, eh bien partent aux États-Unis, parce que je vous rappelle que déjà tous les GAFA sont aux États-Unis et que Intel, AMD, Nvidia sont aux États-Unis. Donc voilà, l'un des derniers fleurons, on va dire, en termes de design, de conception de processeurs est encore en Europe par le biais de ARM. S'il part aux États-Unis, vous comprendrez ce que ça veut dire. Donc n'hésitez pas à mettre les commentaires de ce que vous pensez de cette affaire qui me paraît quand même assez intéressante à suivre. Toujours pour Nvidia, décidément ils font parler d'eux, Nvidia, eh bien ils ont tapé un peu des doigts sur, on va dire, les fabricants de cartes graphiques, oh non, les fabricants de PC, excusez-moi, de PC portables gamer. J'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais que le Max-Q, qui était lié au TGP, un Total Graphic Power, permettait de savoir la puissance utilisée de votre carte graphique pour savoir si c'était le modèle le plus puissant, la RTX 3080 par exemple mobile à 150 watts, ou plutôt la RTX 3080 mobile à 80 watts qui était dans votre PC portable, parce que ça n'avait pas du tout la même incidence. Ça veut dire que la fréquence de boost, en quelque sorte, la fréquence de votre carte graphique était largement limitée pour la 80 watts. Et ben oui, pour consommer moins, pour gagner en autonomie, mais vous perdiez énormément en puissance, en FPS on peut dire. Et ça c'était plutôt masqué par les constructeurs de PC portable gamer, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le mettre, c'était juste un conseil de la part de Nvidia de le mettre. Eh bien Nvidia a rectifié et ils ont dit on veut que ce soit obligatoire, c'est-à-dire que vous nous indiquiez le Qmax, c'est-à-dire que vous nous indiquiez le TGP en quelque sorte de la carte graphique que vous mettez dans votre PC gamer. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça nous permet quand même de choisir en toute connaissance de cause. Alors je vais répondre à quelques questions qui m'ont été posées. Poupous qui me demande, puisque on dit que la PS5 et la Xbox Series X sont vendues à perte, à combien j'estime le prix de fabrication, enfin le prix qu'elles devraient être vendues pour qu'il n'y ait pas de perte de la part de Xbox ou de PlayStation. Alors c'est très difficile de répondre, j'avais estimé le prix de la PS5, mais bon voilà, c'était à l'époque, hein, donc non digital, je précise, je l'avais estimé autour de 520-530 €, et j'avais estimé à plus de 550 € le prix de la Xbox Series X à l'époque. Donc ça vous donne un ordre d'idée, ils vont perdre entre 20, 30, peut-être 50 € sur chaque console, ça dépend, et ça dépendra aussi du prix et de l'augmentation des composants, mais oui, ils perdent actuellement de l'argent sur chaque console vendue. Pour moi, ils perdent entre 20 et 50 € sur chaque console vendue. Ça peut être beaucoup, bon actuellement ils en vendent pas énormément, on verra dans l'avenir s'il y a plus, on va dire, de fluidité en termes de composants, peut-être que ça va baisser à nouveau et que ça leur permettra petit à petit de gagner, parce que c'était leur intention, hein. L'idée c'est que vous vendez des consoles à perte au départ, pendant quelques mois, mais que rapidement, vu que les composants sont de moins en moins chers à fabriquer, que le rendement par exemple chez TSMC s'améliore, que vous avez plus de plus bonnes, que AMD ayant rentabilisé tout ce qui est R&D baisse un peu ses prix, que tous les composants baissent ainsi, très vite vous arrivez à un prix, on va dire, au moins stable, c'est-à-dire que vous ne perdez pas, vous ne gagnez pas, mais vous ne perdez pas d'argent sur ce type de console, ce qui vous permet de gagner sur tous les services qu'ils vendent, PlayStation et Xbox, bien entendu. Mais là, c'est un peu plus difficile vu la pénurie de composants. Pokémon Dragon qui me pose une question intéressante, il me dit Gran Turismo 7 en VR, est-ce que ça va arriver parce qu'on n'en entend plus parler? En fait oui, j'ai regardé et effectivement, il y a quelques mois, on entendait vraiment parler de Gran Turismo 7 en VR, ce qui aurait été très intéressant je pense, ça aurait été assez fun. Et là, j'ai regardé les derniers articles qui ont été émis, et donc on voit plutôt un Gran Turismo 7 qui reviendrait aux origines, hein, comme le premier Gran Turismo, celui que j'ai fait le plus d'ailleurs entre parenthèses. Mais on voit plus trop le côté VR, le côté, vous savez, réalité virtuelle avec le casque virtuel. Alors est-ce que ça viendra ou pas? Je pense que oui, enfin j'espère que oui, mais c'est vrai que la VR n'est pas très mise en avant pour l'instant sur la PS5 en l'occurrence. Je pense que les jeux vont arriver peut-être avec le VR2, j'espère qu'il y aura un VR2 entre guillemets, mais voilà, pour l'instant j'entends pas trop parler de VR sur la PS5, et donc pas plus sur le Gran Turismo 7. À noter un petit fun quand même, une petite info assez marrante, j'ai vu que ID Software préparait un jeu en VR, et oui, en réalité virtuelle. Alors j'étais un peu surpris, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pour Xbox? C'est-à-dire que Xbox serait intéressé de se lancer à fond dans la VR, ou est-ce que c'est un jeu qui serait généraliste pour tous les constructeurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai noté cette information.
John Gordon qui me pose rapidement une question, qui me dit question hors sujet, est-ce que tu as acheté ta télé 4K? Donc je présume qu'il ne suit pas trop l'actualité, mon actualité, il n'y a pas de problème avec ça, hein, mais parce que j'en ai parlé plusieurs fois, ben oui, j'ai le LG C10, voilà, 65 pouces, je l'ai acheté maintenant il y a un peu plus de 2 mois, et je l'ai beaucoup utilisé comme j'ai expliqué, et il marche très bien pour le moment. Capitaine Gax qui me demande à quand le prochain JVD Top? Donc je vous dis tout ou presque. Donc j'en avais fait des émissions comme ça, c'est vrai que j'en ai fait un peu moins, mais en fait elles sont incluses. Par exemple ma dernière émission là que je viens de faire sur la mémoire Xbox Series X versus PS5 pour expliquer c'est les deux types de mémoire, les deux bus différents sur la Xbox Series X, je pense que ça pourrait rentrer dans un JDV Top. Comme par exemple aussi quand j'avais parlé de Microsoft, vous savez le Natic, donc c'était le data center qui était sous l'eau près de l'Écosse. Mais c'est vrai que je devrais titrer un peu plus le JVD Top, ce serait plus intéressant pour pouvoir repérer dans une playlist par exemple ce type de vidéo, mais j'en referai, pas d'inquiétude là-dessus. Jeanphi03 qui me demande quel est mon ressenti PS5 versus Xbox Series X. Alors je vais répondre par, on va dire, un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos où une personne me disait que finalement elle était plutôt Xbox depuis toujours, mais que là elle avait la Xbox Series X et la PS5 et qu'elle trouvait que la PS5 était beaucoup plus intéressante pour elle, voilà, sur cette génération-là, pour l'interface, pour les jeux, etc. Je dirais c'est l'inverse. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que la PS5 n'est pas intéressante. Ça veut dire que, grosso modo, j'ai découvert l'univers Xbox, voilà, avec cette génération-là, et donc je suis plus pour l'instant sur le Game Pass avec tous les jeux qu'il y a, même si c'est des anciens jeux pour la plupart, avec tous les jeux qu'il y a, plutôt que sur la PS5, où j'ai joué également. Hein. J'ai joué à Spider-Man, par exemple, Miles Morales, j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, j'ai plus de jeux pour l'instant sur la Xbox, c'est un univers nouveau pour moi, et donc pour l'instant je suis plus sur la Xbox. Les deux sont très bien, grosso modo, moi j'ai eu du plaisir sur les deux, je suis beaucoup plus sur la Xbox pour l'instant. La PS5, je suis en train de charger des jeux, il y a Control par exemple, un Control qui est dans le PS Plus, gratuitement. Je vais charger Days Gone, parce que je ne l'avais pas fait Days Gone, j'ai fait beaucoup de jeux, mais j'ai pas fait Days Gone sur la PS5, donc je vais le charger et y jouer. Voilà, donc je vais faire ces deux jeux en priorité. J'attends surtout Kena Bridge of Spirit, que j'attends avec impatience et je vais jouer à ce jeu-là. Peut-être Demon's Souls, mais j'ai regardé le prix, il est encore à 75 €, donc voilà, côté PS5, je dirais, j'ai beaucoup moins joué. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai juste une chose à dire pour l'instant. Les deux expériences sont très très bien. Moi, j'apprécie beaucoup la Xbox Series X, comme vous le savez. L'interface, par contre, je dirais que l'interface est un peu plus brouillonne pour moi, hein. Vu de l'extérieur. Je peux comprendre si vous êtes habitué à l'interface de Xbox, mais un peu plus brouillon, l'interface côté Xbox, plutôt que côté PS5, où elle est pour moi plus claire, plus fluidifiée. En termes d'interface, voilà. Pour le reste, pour l'instant, je ne peux pas trop dire, je vous le dirai un peu plus en détail au fur et à mesure. J'avais parlé de la manette, déjà j'avais parlé de choses comme ça, mais en termes d'expérience de jeu, les deux se valent pour l'instant. En tout cas, moi j'ai toujours dit, hein, j'ai toujours autant de plaisir à jouer sur l'une que sur l'autre. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.